Le 3 décembre 1944, Camp McCoy, Wisconsin. Les portes du train grincèrent en s'ouvrant, et l'air froid se précipita comme une lame. Les prisonniers japonais descendirent sur le sol gelé, clignant des yeux contre la pâle lumière hivernale. Leurs uniformes pendaient en lambeaux, leurs visages étaient creux, les yeux enfoncés, les lèvres gercées après des semaines de faim et de transit. On leur avait dit depuis leur premier jour en uniforme que la capture signifiait torture, famine, humiliation. Ils s'attendaient à la violence. Au lieu de cela, ils sentirent quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer, quelque chose de riche, de chaleureux, d'impossiblement étranger. La fumée s'élevait des cheminées de la cuisine. L'odeur de viande et d'huile de friture dérivait à travers la neige. Un soldat chuchota à un autre. « Ce doit être le piège. Si. Vous regardez depuis les États-Unis, l'Europe ou n'importe où dans le monde, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. L'histoire comme celle-ci, brute, humaine et vraie, mérite d'être rappelée. Déposez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous rejoignez. Ces histoires comptent parce qu'elles nous rappellent que même en guerre, l'humanité trouve un moyen de percer. Les prisonniers se tenaient en formation, tremblants, pas seulement de froid mais de peur, de confusion. On leur avait enseigné que les Américains étaient des sauvages, que l'ennemi les priverait de dignité, les affamerait, se moquerait d'eux jusqu'à ce que la mort semble être une miséricorde. Mais alors qu'ils regardaient autour du camp McCoy, les baraquements ordonnés, les responsables de la Croix-Rouge avec des presse-papiers, les gardes qui criaient des ordres mais ne frappaient pas, une question commença à grandir dans leur poitrine, silencieuse et insupportable. Et si tout ce qu'on leur avait dit était un mensonge? Et à ce moment, debout sur un sol étranger avec l'odeur de nourriture dans l'air et aucun coup ne tombant, ils commencèrent à réaliser quelque chose de bien plus terrifiant que la cruauté. Leur ennemi vivait dans un monde entièrement différent. La guerre dans le Pacifique avait été brutale au-delà de toute mesure. À la fin de 1944, les lignes d'approvisionnement du Japon s'effondraient. Les soldats sur des îles lointaines survivaient avec des poignées de riz, parfois de l'écorce d'arbres, parfois rien du tout. La malnutrition n'était pas une exception, c'était la norme. Les hommes se battaient avec des ventres gonflés par la famine, des dents desserrées dans leurs gencives, la peau tendue sur les os. En contraste, les États-Unis produisaient de la nourriture, du carburant et de l'équipement à une échelle que le Japon ne pouvait pas comprendre. En 1944 seulement, l'Amérique fabriqua plus de 96 000 avions. Le Japon en produisit moins de 30 000. Les usines américaines produisaient des navires Liberty plus rapidement que l'Allemagne ne pouvait les couler. L'arsenal de la démocratie n'était pas de la propagande. C'était de l'acier, du pétrole et du grain mesuré en millions de tonnes. Mais rien de tout cela n'importait aux hommes descendant du train au camp McCoy. Ils ne connaissaient que ce qu'ils avaient vécu. La faim, les bombardements, la retraite et finalement la honte de la reddition. Le sergent Hideo Tanaka, mince, silencieux, 23 ans, avait été capturé à Saipan après s'être caché dans une grotte pendant 2 semaines. Il n'avait mangé que des racines et de l'eau de pluie. Quand les soldats américains l'ont trouvé, ils s'attendaient à l'exécution. Au lieu de cela, ils bandèrent ses blessures et le mirent sur un navire. Le voyage à travers le Pacifique avait été long, exigu et terrifiant. Tanaka attendait que la punition commence. Elle ne vint jamais. Maintenant, debout dans la neige du Wisconsin, il regardait les médecins américains descendre la ligne, vérifiant les pouls, mesurant les fièvres, inspectant les blessures infectées. Un médecin s'agenouilla à côté d'un prisonnier plus âgé, dont le bras était bandé avec un tissu sale. Le médecin le retira soigneusement, nettoya la blessure, appliqua de la poudre de sulfamide et l'enveloppa à nouveau avec de la gaze fraîche. Le prisonnier resta figé. Il ne comprenait pas l'anglais, mais il comprenait les soins. La gorge de Tanaka se serra. Il pensa à son jeune frère, toujours quelque part aux Philippines. Il pensa à sa mère à Hiroshima, survivant avec du grain rationné. Et il pensa aux films de propagande qu'il avait regardés avant le déploiement. Des films qui montraient les Américains comme des monstres, sans loi et cruels. Mais ici, dans ce camp gelé entouré de barbelés, l'ennemi suivait des règles. Le processus d'admission était mécanique, mais surprenant dans son humanité. Les prisonniers furent épouillés, leurs uniformes infestés de poux furent brûlés. Ils reçurent des examens médicaux, de vrais examens, pas des coups d'œil superficiels. Un dentiste vérifia même leurs dents. Un prisonnier rit amèrement à cela. « Il se soucie plus de nos dents que de notre honneur », marmonna-t-il. Un responsable de la Croix-Rouge s'adressa à eux par l'intermédiaire d'un interprète. Sa voix était calme, bureaucratique. Il expliqua la Convention de Genève. Il leur dit qu'ils seraient nourris, logés, autorisés à écrire des lettres chez eux. Ils travailleraient mais seulement dans des conditions équitables. Ils ne seraient pas maltraités.
Tanaka écouta, mais il ne croyait pas. Les mots étaient faciles. Les actions diraient la vérité. Ces premières nuits, allongé sur un lit de camp sous une couverture de laine, Tanaka fixa les poutres du plafond. Autour de lui, d'autres prisonniers chuchotaient dans l'obscurité. Certains étaient en colère, certains avaient honte. Quelques-uns pleuraient doucement, le visage tourné vers le mur. « Ils veulent que nous soyons faibles, dit quelqu'un. Ils vont nous engraisser puis nous briser. » « Ou, répondit une autre voix, c'est simplement ainsi qu'ils vivent. » Cette idée était la plus difficile à accepter. Pas la cruauté, pas la punition, mais la normalité. La pensée que l'abondance de l'Amérique n'était pas un piège mais la réalité. Le sommeil vint lentement cette nuit-là, et quand le matin arriva, il apporta avec lui quelque chose pour lequel aucun d'eux n'était préparé. Le petit déjeuner. Le réfectoire était long, au plafond bas et chaleureux. La vapeur s'élevait des plateaux de service derrière le comptoir. L'odeur frappa les prisonniers avant même qu'ils n'entrent. Riche, grasse, écrasante. L'estomac de Tanaka se contracta. Il n'avait pas senti de viande comme ça depuis plus d'1 an. La file avançait lentement. Les hommes agrippaient leurs plateaux en étain comme des boucliers, les yeux se dirigeant vers les gardes, attendant le moment où la nourriture serait arrachée ou jetée au sol. Mais le moment ne vint jamais. Un cuisinier américain, manches retroussées jusqu'au coude, déposa une galette chaude sur un pain moelleux. Il ajouta des pommes de terre frites. Puis il tendit la main vers une bouteille en verre, fit sauter le bouchon et la fit glisser sur le plateau. L'étiquette indiquait Coca-Cola en lettres rouges. Tanaka ne l'avait jamais vu auparavant. « Avancez, dit le cuisinier platement. Tanaka se traîna vers l'avant, fixant le plateau comme s'il pouvait disparaître. Derrière lui, des chuchotements ondulèrent le long de la ligne. « De la viande ? Il nous donne de la viande ?» Aux tables, les prisonniers s'assirent en silence. Ils regardèrent la nourriture avec suspicion, avec faim, avec quelque chose proche de la peur. Un homme souleva la bouteille et la renifla. Puis il but une gorgée. Ses yeux s'écarquillèrent. La douceur explosa sur sa langue, suivie de la brûlure vive de la carbonatation. Il toussa, haleta, puis rit. Un son court et involontaire qui surprit tout le monde à proximité. Un autre prisonnier, les côtes visibles sous sa chemise, souleva le hamburger à 2 mains. La graisse coula sur ses poignets. Il mordit dedans lentement, mâchant comme si l'acte pouvait briser le charme. Puis son visage se froissa. Il baissa la tête, les épaules tremblantes. « Est-ce que ça va ?» demanda son voisin. L'homme avala difficilement. « J'avais oublié le goût du gras. » De l'autre côté de la salle, 2 prisonniers débattaient à voix basse. Ils nous engraissent pour que nous oublions notre cause, ou ils mangent simplement comme ça tous les jours. Cette deuxième possibilité était insupportable. L'idée que ce n'était pas un festin, n'était pas de la propagande, n'était pas un piège, mais le dîner du mardi. Tanaka prit une bouchée de son hamburger. La saveur le submergea. Sel, graisse, carbonisation du grill. Il ferma les yeux un instant. Il était de retour à Tokyo avant la guerre, mangeant du yakitori d'un vendeur de rue. Mais ce souvenir se dissolva. C'était différent. Plus lourd. Plus rassasiant que tout ce qu'il avait mangé en 2 ans. Il but le Coca-Cola. La douceur fit mal à ses dents. Il pensa à sa mère faisant bouillir des mauvaises herbes pour survivre. Il pensa à son frère, s'il était même encore en vie. Et il pensa à la honte profonde et rampante de manger mieux comme prisonnier qu'il ne l'avait jamais fait comme soldat. Autour de lui, d'autres hommes pleuraient doucement. Certains cachaient leur visage, d'autres fixaient les murs d'un air absent, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Les gardes américains ne remarquèrent rien d'inhabituel. Pour eux, c'était la routine. Ils mangeaient les mêmes hamburgers, buvaient le même coca et n'y pensaient rien. Pour eux, nourrir les prisonniers était une procédure, mais pour les prisonniers, c'était un tremblement de terre. Quand le repas se termina, les plateaux furent collectés. Les hommes retournèrent à leur baraquement en silence. Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité, Tanaka entendit une voix de l'autre côté de la pièce. « Que pensez-vous que votre famille mange ce soir ?» Personne ne répondit. Juste le son de la respiration et le vent grattant contre les murs des baraquements. Les jours devinrent des semaines. La routine s'installa comme la neige. Se réveiller, appel, corvée de travail, déjeuner, plus de travail, dîner, lettres, sommeil. Tanaka fut assigné à une équipe qui déblayait la neige des routes à l'extérieur du camp. Le travail était froid, régulier mais pas punitif. À la fin de chaque semaine, il était payé en coupons du camp. Avec eux, il pouvait acheter des articles de toilette, du papier à lettres, même du chocolat. La première fois qu'il tint une barre de chocolat, ses mains tremblèrent. Au Japon, le chocolat était un médicament. Ici, il était vendu comme du pain. Il cassa un morceau et le laissa fondre sur sa langue. La douceur était presque douloureuse.
Il enveloppa le reste soigneusement et le conserva, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Des cours d'anglais étaient offerts le soir. Quelques prisonniers y assistèrent. Tanaka était l'un d'eux. Il répétait les mots lentement après le professeur américain. Pain, table, fenêtre, famille. Le mot famille resta coincé dans sa gorge. Il n'avait pas encore reçu de lettre de chez lui. Il ne savait pas si sa mère était vivante. Il ne savait pas si Hiroshima tenait toujours debout. Un soir, le professeur écrivit une phrase au tableau. « Ma famille me manque ». Tanaka la copia soigneusement dans son cahier. Le professeur lui demanda de la lire à haute voix. Il le fit, son accent épais, sa voix calme. Le professeur hocha la tête. « Bien, nous manquons tous à quelqu'un. » Tanaka baissa les yeux. Pour la première fois depuis sa capture, il ressentit quelque chose d'autre que la honte. Il se sentit vu. Mais tous les moments n'étaient pas gentils. Lors d'une corvée de travail à l'extérieur du camp, un fermier américain regarda les prisonniers avec des yeux froids. Son fils avait été tué dans le Pacifique. Quand un prisonnier se pencha pour ramasser un outil tombé, le fermier cracha par terre près de ses pieds. « On aurait dû les laisser mourir de faim », marmonna l'homme. Le garde escorta l'équipe de retour au camp en silence. Cette nuit-là, les prisonniers en parlèrent à voix basse. « Tous les Américains ne suivent pas leurs règles », dit l'un. « Bien sûr que non », répondit un autre. « Ce sont des hommes comme nous. Certains haïront, d'autres non. » À l'intérieur des baraquements, la vie prit des rythmes étranges. Les hommes sculptaient des jouets en bois pendant les heures libres. Ils jouaient à des jeux improvisés. Ils racontaient des histoires de chez eux avec soin, doucement, comme si parler trop fort pouvait faire disparaître les souvenirs. Un jeune garde nommé Miller s'attardait parfois près de la clôture après son quart de travail. Il portait des photographies de sa famille. Il les montrait aux prisonniers qui se rassemblaient de l'autre côté du fil de fer, sa mère, son père, 2 petites sœurs souriantes en robe du dimanche. Les prisonniers hochaient la tête. Ils ne comprenaient pas ces mots, mais ils comprenaient les visages. Tanaka traça une forme dans la terre, une petite maison, un arbre, une femme debout dans l'embrasure de la porte. Miller s'accroupit et hocha la tête. « Mère » demanda-t-il. Tanaka toucha sa poitrine. « Haha » dit-il doucement, le mot japonais pour mère. Miller sourit. Un autre garde l'appela, mais le moment s'était produit. Ils avaient parlé à travers le gouffre, ne serait-ce qu'un instant. Pourtant, la tension mijotait sous la surface. Certains prisonniers mettaient en garde contre l'attendrissement. « Chaque mot gentil est un piège, disait-il. Chaque sourire affaiblit votre esprit. » Des disputes éclataient la nuit. Un homme accusa un autre de trahir l'empereur en assistant aux cours d'anglais. L'accusé rétorqua. « Qu'importe l'honneur si nous ne survivons pas pour rentrer chez nous ?» Personne n'avait de réponse. Tanaka restait éveillé la plupart des nuits à fixer le plafond. Il pensait au hamburger, au Coca-Cola, à la barre de chocolat cachée sous son oreiller. Il pensait aux photographies de Miller. Et il pensait à la contradiction qui le rongeait chaque jour. Son ennemi l'avait nourri, soigné, traité avec plus de soin que ses propres commandants ne l'avaient jamais fait. Qu'est-ce que cela signifiait ? Il ne savait pas. Mais la question le suivait partout, lourde et inévitable. Au printemps de 1945, des rumeurs commencèrent à filtrer dans le camp. Tokyo brûlait. Les bombardiers américains frappaient ville après ville. Les Philippines étaient tombées. Okinawa était assiégée. Les prisonniers se rassemblaient en cercle serré, chuchotant les nouvelles comme des prières. Certains s'accrochaient à l'espoir. « Le Japon ne se rendra jamais, disait-il. Nous nous battrons jusqu'au dernier homme. » D'autres avaient cessé de croire. Tanaka était l'un d'eux. Il avait vu les usines américaines depuis le train. Il avait mangé leur nourriture, porté leurs vêtements, regardé leurs camions d'approvisionnement traverser le camp tous les jours sans faute. Il avait fait le calcul dans sa tête, pas avec des chiffres, mais avec ses sens. Cette nation n'avait pas faim, elle ne rationnait pas. Elle ne survivait pas de justesse, elle débordait. Un après-midi, lors d'une corvée de travail, Tanaka se tenait à côté d'un camion américain chargé de caisses de Coca-Cola, des milliers de bouteilles emballées dans la glace, en route vers des bases à travers le Midwest. Il les fixait, calculant. Si l'Amérique pouvait se permettre de donner du soda aux prisonniers, qu'est-ce que cela disait de la guerre ? Un garde le remarqua en train de regarder. « Fou, hein ?» dit le garde. « On a assez de coca pour noyer tout le Pacifique. » Tanaka ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le ton. Décontracté, confiant, abondant. Cette nuit-là, il écrivit dans son cahier « Je croyais que le Japon était le centre du monde. Maintenant je vois que nous ne sommes qu'une petite île. » Il cacha le cahier sous son matelas. Si quelqu'un le trouvait, il serait appelé traître. Puis en août, la nouvelle arriva. Hiroshima, Nagasaki, reddition. Le camp tomba silencieux. Les hommes s'assirent sur leurs lits fixant le vide. Certains pleurèrent. D'autres serrèrent les poings, tremblant de rage ou de chagrin, ou les deux.
Tanaka ne ressentit que l'engourdissement. Sa mère avait été à Hiroshima. Il ne saurait jamais si elle avait survécu. Les gardes ne célébrèrent pas. Ils continuèrent simplement la routine. Repas, appels, corvées de travail. La constance était insupportable. Les semaines plus tard, les préparatifs pour le rapatriement commencèrent. Les responsables de la Croix-Rouge distribuèrent des uniformes propres. Des contrôles médicaux furent effectués, des listes furent établies. Le jour du départ arriva tranquillement. Les prisonniers sortirent des baraquements, portant de petits ballots. Certains grippaient des sculptures en bois, d'autres tenaient des lettres qu'ils n'avaient jamais envoyées. Alors que Tanaka passait les portes du camp McCoy pour la dernière fois, il jeta un coup d'œil en arrière. Les baraquements, le réfectoire, la tour de garde où Miller avait l'habitude de se tenir. Il ne ressentait aucune affection, mais il ressentait quelque chose. Confusion, gratitude, honte. Il s'était attendu à la cruauté. Il avait reçu des hamburgers. Le voyage de retour fut long. Le navire était bondé, le Pacifique gris et sans fin. Les hommes se serraient ensemble, silencieux, se demandant ce qui les attendait. Quand Tanaka posa finalement le pied sur le sol japonais, le monde qu'il connaissait avait disparu. Les villes étaient des cendres, les familles étaient dispersées, la faim était pire que jamais. Sa mère n'avait pas survécu, il l'apprit d'un voisin 3 jours après son retour. Pendant des semaines, Tanaka ne parla pas. Il travaillait dans les décombres, dégageant les débris, reconstruisant les murs. La nuit, il s'allongeait sur une natte fine et fixait le plafond comme il l'avait fait dans le Wisconsin. Un soir, un enfant s'est approché de lui. Le garçon était maigre, les yeux trop grands pour son visage. Il tendit la main. « Avez-vous de la nourriture ?» Tanaka fouilla dans sa poche. Il avait encore un morceau de chocolat conservé de la cantine du camp. Il l'avait transporté à travers l'océan. Il ne savait pas pourquoi. Il le déballa lentement et le plaça dans la paume du garçon. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. Il mordit dedans, savourant la douceur et sourit. Tanaka le regarda, et pour la première fois depuis son retour, il ressentit quelque chose d'autre que le vide. Des années plus tard, quand son propre fils lui demanda de parler de la guerre, Tanaka parla avec précaution. Il ne mentionna pas les batailles. Il ne mentionna pas la honte. Il ne parla que de la nourriture. « J'ai appris en Amérique, dit-il doucement, que la gentillesse est plus difficile à porter que la cruauté. La cruauté, tu peux la combattre. La gentillesse, tu t'en souviens. » Son fils ne comprit pas. Mais Tanaka n'expliqua pas davantage. Certaines vérités ne peuvent être enseignées. Elles doivent être goûtées. L'héritage du camp McCoy et des camps comme celui-ci ne se trouve pas dans la stratégie ou la victoire. Il se trouve dans ces moments calmes et désorientants où la nourriture, la chaleur et l'ordre entraient en collision avec la peur et la loyauté. Les prisonniers qui retournèrent au Japon portèrent ces souvenirs comme des cicatrices. Certains en parlèrent avec prudence, leur voix tremblant entre culpabilité et gratitude. D'autres les enfouirent profondément, scellés derrière le silence et la fierté, mais aucun n'oublia. Parce qu'en fin de compte, la guerre dépouille les hommes de tout, rang, raison, même espoir. Mais elle ne peut effacer le pouvoir des petits actes d'humanité. Un hamburger partagé à travers les lignes ennemies, une bouteille de Coca-Cola passée par une main tremblante, un garde montrant des photographies fanées de sa famille, un enfant offrant des bonbons à travers une clôture. Des moments si petits qu'ils auraient pu être perdus dans le temps. Et pourtant, ils perdurent. Parce que ces gestes, nés dans les ombres de la guerre, nous rappellent que la miséricorde peut survivre même là où la haine tente de régner. Ce sont les moments qui survivent au bruit des canons et au silence qui suit. Ce sont les moments qui nous rappellent que même dans les heures les plus sombres, nous sommes encore humains. Et c'est l'histoire qui mérite d'être rappelée. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous pour plus de récits véridiques de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire comme celle-ci mérite d'être racontée, partagée et jamais oubliée. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Ces voix du passé parlent encore, et elles toujours.